Mesdames, Messieurs, 25 ans déjà, le temps d'une génération. Une génération de paix et de partage en Nouvelle-Calédonie. Partage des responsabilités politiques avec les Kanaks, jusque-là écartés. Partage du territoire en 3 provinces. Partage des richesses avec le préalable minier. Partage des ressources avec une clé de répartition qui donne plus à ceux qui avaient moins. Partage des décisions dans un gouvernement collégial où travaillent ensemble Kanaks indépendantistes et non indépendantistes. Partage des décisions aussi avec l'avis des autorités coutumières et du Sénat coutumier. Partage des réussites avec les 400 cadres, puis aujourd'hui cadres à venir. Partage des ambitions. Partage des renoncements aussi. Partage d'une citoyenneté calédonienne dont le premier sens reste le corps électoral restreint. Injustice pour les uns, mais qui répare une injustice encore plus grave pour les autres que fut la colonisation. Ces deux injustices se compensent et ont permis de tomber d'accord et d'envisager un destin commun jusque-là improbable. Tordre un petit peu nos principes, fussent-ils constitutionnels, pour réussir cette décolonisation. C'est sans doute cela, l'exception calédonienne. Que de partage, que de compromis, que de sagesse depuis. Ma génération est celle des événements, pourtant. Nous avons très mal connu cette période de guerre civile, celle des exactions, des affrontements, des barrages, des embuscades, des otages. Tant de violence, tant de morts, tant de sang versé, tant de larmes aussi, ont imprégné à jamais cette terre calédonienne. Terre de souffrance, terre de violence, terre de bagne. Rappelons-nous que dans cette salle, certains de nos compatriotes ont perdu un être cher durant cette période où la folie meurtrière a pris le pas sur la sagesse des hommes. Ont perdu un père, un frère, un mari. Jeune enseignant de 25 ans, je traversais Basse-Poya en flammes pour rejoindre mon premier poste de brousse. Les élèves avaient déserté, une partie restait chez eux, les parents n'osaient pas les envoyer à cause des exactions. Bon nombre de petits Kanaks avaient rejoint les EPK, les écoles populaires Kanaks, créées pour contester l'école de la République, qu'ils considéraient comme l'école coloniale, cette école trop conservatrice, qui en 1984 ne parvenait pas à faire réussir les petits Kanaks qui restaient désespérément au bord de la route. C'était sans issue. La Maison de la Nouvelle-Calédonie est fière aujourd'hui de vous accueillir, fière d'organiser ce colloque qui nous permet de commémorer comme il se doit, sous l'égide du gouvernement calédonien, du Congrès et des 3 provinces de la Nouvelle-Calédonie, les 25 ans des accords Matignon-Oudinot et les 15 ans de l'accord de Nouméa. Ce double anniversaire est dédié à la jeunesse. Cette jeunesse calédonienne qui a toujours connu la paix. Depuis 25 ans, nos jeunes n'ont connu que la paix, au risque peut-être d'oublier une partie de leur passé et les vicissitudes vécues par leurs aînés. Je cite, « Le passé est le temps de la colonisation. Le présent est le temps du partage par le rééquilibrage. L'avenir est le temps de l'identité dans un destin commun. » Vous l'aurez reconnu, c'est dans ces termes que le magnifique préambule de l'accord de Nouméa nous invitait, il y a déjà 15 ans, à poursuivre l'écriture de cette nouvelle page de notre histoire et de construire ensemble l'ambitieux projet de société d'une Calédonie nouvelle. Durant ces 2 journées de commémoration, nous célébrerons ces 2 accords. La célèbre poignée de main, d'abord, exemple du courage, de la lucidité et de l'envergure de ces 2 hommes d'exception que furent Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou.
le leader kanak, comme ça chacun sait, a payé de sa vie ce geste de paix. Ce qui a fait dire à Michel Rocard d'ailleurs, il est plus dangereux de faire la paix que la guerre, pensant bien sûr à Jean-Marie Tjibaou, à Anwar el-Sadat ou à Yitzhak Rabin. 3 hommes de paix assassinés. Non, ce n'est pas l'esclave qui a serré la main du maître en 1988. Ce sont bien 2 hommes libres et égaux, issus de 2 légitimités historiques, viscéralement attachés à cette terre calédonienne, qui ont négocié et signé ces accords de paix grâce à une démarche de dialogue sans précédent, nouvellement initiée par Matignon. Je remercie à cet égard Marie-Claude Tjibaou, dont la présence humble et digne nous honore. Je vous transmets les excuses de Isabelle Lafleur, fille de Jacques Lafleur, qui vous délivrera tout à l'heure un message n'ayant pu venir à Paris. La poignée de main sera donc le symbole de nos 2 journées, durant lesquelles nous engagerons une réflexion sur le passé, bien sûr, c'est un devoir de mémoire, surtout sur le présent et l'avenir, à travers 2 films et 6 tables rondes. Je voudrais remercier tout particulièrement les 2 anciens premiers ministres de la France qui ont accepté de participer à ces tables rondes, notamment à la conclusion. Je pense en particulier à Michel Rocard, grand artisan des accords Matignon, et Lionel Jospin, initiateur de l'accord de Nouméa. Merci également à Louis Lepinsec, Jean-Jacques Kéran, les anciens ministres de l'Outre-mer, qui ont tous 2 marqué la Nouvelle-Calédonie de leur empreinte humaniste. Merci au ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, qui nous fera demain l'honneur de clôturer ce colloque. Quelles que soient les alternances politiques, depuis 1988, les gouvernements de la France ont toujours respecté nos accords. C'est quelque chose de régulier depuis maintenant 25 ans, permettant ainsi l'émancipation harmonieuse de la Nouvelle-Calédonie et sa décolonisation jusque-là réussie. Merci aussi à tous les signataires de ces 2 accords présents qui ont accepté de participer à nos tables rondes, aux parlementaires, aux présidents et membres du gouvernement collégial calédonien, aux présidents et aux membres du Congrès, aux 3 présidents de province. Je salue également le Sénat coutumier et les autorités coutumières. Nos remerciements vont également à Wallace Cotra, de Nouvelle-Calédonie première, qui a bien voulu assurer la couverture médiatique de cet événement. Je remercie les modérateurs des tables rondes et je remercie Jacques-Olivier Trampas et Ben Salama, les réalisateurs de nos 2 films. Enfin, nos remerciements les plus chaleureux vont à Alain Krisnac et Jean-François Merle pour leur aide précieuse à la réussite de ce colloque. Avant d'inviter le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, M. Harold Martin, président de la Maison de la Nouvelle-Calédonie, à ouvrir ces journées en présence de Marie-Claude Tjibaou, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent colloque. Oleti. Monsieur Harold Martin, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et Madame Marie-Claude Tjibaou. Bien, alors après le discours du directeur qui était très solennel, je voudrais vous saluer tous en vos divers titres, fonctions, qualités, etc. Et puis vous remercier d'être là. Et puis donc, ma chère Marie-Claude, nous avons donc la charge d'ouvrir ce colloque à Paris. Et donc, nous devons dire 2 mots. Alors, ce que je voudrais dire, moi, c'est que ce colloque en 2 jours qui réunit l'ensemble de la classe politique calédonienne, actrice de ces périodes, de ces 25 et 15 dernières années, avec l'exceptionnelle présence, Joël l'a dit,
de 2 anciens premiers ministres, de 2 ministres, d'un autre ministre qui va nous faire la conclusion, et puis nos commissaires et préfets, à qui nous devons beaucoup. Alors j'ai revu avec plaisir ce matin M. Bernard Grasset, et puis bien entendu Alain Chrisnart, Thierry Lataste, et puis je n'oublie pas aussi M. Montpezat qui est avec nous et que je vois. Et puis je ne vais pas égrener tous les hauts commissaires que nous avons connus, mais je voudrais parler du dernier en date, M. Brault, qui est déjà très affûté sur la question calédonienne. Alors ces 2 jours vont se poursuivre avec le comité des signataires. Et puis enfin, le tout sera ponctué par cette formidable inauguration que nous allons faire ensemble de cette exposition au Quai Branly sur 2000 mètres carrés d'objets canaques, d'œuvres et de sculptures qui sont venus de Nouvelle-Calédonie, mais qui ont été aussi, mais avec des œuvres nouvelles plus exactement, qui ont été aussi trouvées, redécouvertes dans les musées nationaux ou dans un certain nombre de musées de l'Europe. Voilà, donc ça va être une séquence particulière. Alors pourquoi ce colloque en 2 mots? D'abord parce que nous avons la capacité à Paris, avec notre exceptionnel outil dont nous sommes tous fiers à la Maison de la Calédonie, d'organiser un tel événement. Alors donc nous l'avons fait. Je remercie au passage Joël Viratel et puis l'ensemble des personnels et de nos agents de la Maison de la Calédonie qui se sont investis fortement depuis des mois pour que cette opération soit réussie et qu'elle soit intéressante. Et alors pourquoi à Paris? Bien parce que c'était profiter du comité des signataires, mais parce que je crois aussi qu'à Paris, nous avons peut-être tous ensemble la capacité à nous dépasser ou peut-être la capacité à nous surpasser. Parce que notre histoire, elle n'est pas terminée. Nous finissons le 3e mandat de l'accord de Nouméa et nous allons attaquer la dernière mandature de l'accord de Nouméa. Il nous reste à écrire la sortie. Et puis notre histoire, elle est belle, elle est formidable, on en parlera, on le dira. Formidable évolution, la Nouvelle-Calédonie qui a changé dans le bon sens, qui s'est développée. Tout ça est très bien, je crois qu'on utilisera et réutilisera beaucoup de mots exceptionnels, formidables, admirables. Mais le tout est quand même fragile et qu'il ne faut pas l'oublier. C'est fragile et notamment à chaque fois que des élections arrivent, et nos élections vont arriver, fragile parce que il y a ceux qui disent que, oui, la paix, mais la paix, alors pour la paix, c'est le rééquilibrage, c'est plus d'impôts, c'est des restrictions du corps électoral, etc. Et puis d'autres en écho, qui disent, oui, la paix, mais enfin le rééquilibrage, ça va pas assez vite, et puis les injustices sont encore là, et puis etc., etc. Alors tout ça ne représente, on le sait bien, qu'une fraction. Mais il faut toujours faire attention à ce que cette fraction, à l'approche des élections, et puis avec nos discours, ne prennent pas un peu trop d'importance. Il faut qu'on fasse bien attention les uns et les autres, qu'on ne donne pas un peu de houle qui permettrait de donner un peu de la vitesse à cela. Et puis il faut toujours prendre en compte l'évolution des générations, le monde qui change, les nouveaux qui arrivent, etc. Tout ça fait que notre histoire, nous devons en écrire la sortie de l'accord de Nouméa, qui sera pour toujours ou pour limiter dans le temps, c'est selon, mais qui devra une nouvelle fois faire le consensus et qui devra une nouvelle fois s'écrire de sorte que chacun puisse s'y retrouver et que chacun considère qu'ainsi, il se retrouve bien à sa juste place. Voilà, donc c'est un challenge important et que de nos discussions, du dialogue, ce qu'on va se dire ici les uns les autres, on pourra se préparer à cette évolution avec bien sûr l'aide de l'État, l'aide des agents de l'État, de ceux qui ont toujours été auprès de nous, de ceux qui nous ont toujours aussi, il faut le dire, fait évoluer, de ceux qui connaissent bien la Nouvelle-Calédonie ici à Paris, qui ont toujours cette oreille
pour la classe politique calédonienne et qui ont toujours cette conscience et qui souhaitent, comme nous tous, que la Nouvelle-Calédonie puisse enfin trouver son avenir apaisé pour tous ceux qui l'habitent et qui la composent. Alors je vous remercie et puis c'est avec un grand plaisir que je vais donner la parole à Marie-Claude en la remerciant une nouvelle fois d'être avec nous. Merci. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je voudrais avoir une pensée pour les personnalités politiques de Nouvelle-Calédonie que nous avons perdues dernièrement. Je veux parler de M. Diku Kewe, Jacques Lafleur, bien entendu, et puis Léopold Jorédier, Roland Braero. Et puis une pensée aussi pour ceux que je ne citerai pas. Sans eux, nous ne serions pas là aujourd'hui. Je voudrais aussi dire que, voilà, Monsieur Viratel, vous avez fait un très beau discours, Monsieur Martin aussi. Moi, je vais être pragmatique, simplement pour dire qu'il y a 25 ans, Jean-Marie Tjibaou, Jacques Lafleur, se faisait cette fameuse poignée de main, symbole de ce que nous avons appelé depuis les accords Matignon. C'était aussi pour nous l'arrêt des hostilités. Je me rappelle que ce soir-là, il m'avait appelé à Yingen et m'avait dit ça y est, on a signé les accords. Je lui avais répondu c'est bien, c'est très bien. Mais il va falloir se démultiplier parce qu'il va falloir expliquer les raisons de ces 10 ans supplémentaires. Ces deux hommes en rien n'avaient renié leurs idéaux. L'un avait signé pour une Nouvelle-Calédonie rattachée à la France et l'autre pour une indépendance. C'était il y a 25 ans. En 1998, vous avez signé l'accord de Nouméa, inscrivant la Nouvelle-Calédonie sur la voie de la décolonisation. Et nous voici réunis pour en faire le bilan et puis regarder en arrière et voir le chemin parcouru. Je ne vais pas faire le bilan de ces accords, mais simplement, en tant que représentant de la société civile, je voudrais dire que beaucoup de choses ont été accomplies, mais beaucoup reste encore à faire. Et dans le domaine de la formation, il y a des secteurs que nous n'avons pas du tout investis. Je veux parler de la justice. On est toujours en panne de professeurs, en matière de santé, en matière de formation de cadres de haut niveau. En matière de justice sociale, on a beaucoup parlé de la cherté de la vie, mais concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? L'emploi, l'habitat social, le transport. Il y a plein de sujets comme ça où on a survolé sans aller au fond. Et quand on fait le bilan d'aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire d'avoir fait ceux pour qui le rééquilibrage a été en priorité pensée sont encore en retard sur ces sujets. Je voudrais aussi dire que quand on regarde le centre pénitentiaire, on s'aperçoit que 99% des enfants qui sont là-bas sont les nôtres. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a une moitié de notre jeunesse qui est en perdition. Nous n'avons pas su agir. Alors il faut peut-être se poser les questions. Un autre sujet qui m'interpelle, c'est la libération des armes et des munitions. Je n'ai pas trop compris pourquoi on a laissé ouvrir et permettre, d'autant plus que souvent, les week-ends, quand ils sont un peu chauds, le résultat se fait sentir. En fait, je veux dire qu'on peut se satisfaire des accords de Matignon, de l'accord de Nouméa, mais je vous interpelle, vous ceux qui avez en charge le futur de notre pays, qui avaient des responsabilités. Et je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a une conjoncture qui fait qu'on se réunit à Paris pour le comité de suivi. Il y aura bientôt une très très belle exposition que l'on se satisfait de voir ouvrir à Paris, mais ceux à qui nous devons rendre des comptes, c'est
les Calédoniens pour qui nous devons œuvrer tous les jours de notre vie. Je crois que beaucoup de mon mari, comme les autres, se sont investis pour une Nouvelle-Calédonie plus juste, plus sociale. Et voilà, c'est un peu en demi-teinte, quoi. Donc, peut-être qu'il faut se reconcentrer. Voilà, c'est ce que j'avais voulu vous dire ce jour, parce que, voilà, vous me donnez l'opportunité, Monsieur le Président, et puis Joël et vous tous, de vous dire quelque chose. En tous les cas, ce sont les sujets qui, au quotidien, préoccupent les Calédoniens. Il y en a qui ont réussi, mais il y en a beaucoup encore qui sont sur le côté, sur le bas-côté de la route. Et quand on est dans nos belles maisons, il y en a qui sont dans les palétuviers à Nouméa. Voilà, merci. Puis alors Isabelle Lafleur, comme l'a dit le directeur, elle devait être parmi nous, mais malheureusement, elle n'a pas pu être présente. Donc elle m'a demandé tout simplement de lire ce papier, ce qu'elle aurait voulu vous dire avec tout son cœur. Alors, je vous donne lecture de son papier. Tout d'abord, je voudrais remercier le président du gouvernement et le président de la Maison de la Calédonie, Harold Martin, son directeur, d'avoir organisé la célébration de ces moments forts de notre histoire, que sont la signature des accords de Matignon il y a 25 ans et celle de l'accord de Nouméa il y a 15 ans. Et bien sûr, de m'y avoir convié aux côtés de Marie-Claude Chibaou. Étant dans l'impossibilité d'être à Paris à cette date, j'ai demandé à Harold Martin de vous prononcer ces quelques mots. C'est un message plus personnel que je souhaite transmettre ici. D'autres que moi vous réécriront et vous analyseront l'histoire. Peut-être pas forcément de façon très exacte, lorsqu'il s'agit pour certains de faire parler Jacques Lafleur. Mais Marie-Claude, c'est à toi que j'avais envie de m'adresser particulièrement aujourd'hui. Sache que longtemps, je me suis considéré comme une privilégiée parce que mon père était, lui, encore là. La Nouvelle-Calédonie a été marquée par cette guerre civile. Il me semble qu'à force de la dénommer pudiquement les événements, nous en avons atténué la portée et ses terribles conséquences. Vous avez payé très cher, beaucoup trop cher, ta famille et toi, cette paix que tout le monde célèbre aujourd'hui. Personne ne doit jamais oublier ce que vous avez vécu et enduré. Je voudrais saluer ici toutes ces familles, en Calédonie comme en métropole, qui ont payé le lourd tribut de la guerre dont on ne parle pas souvent. Il y a une chose que je n'oublierai jamais et que je veux te dire également, c'est que la seule personne à s'être préoccupée de savoir ce que nous pouvions ressentir pendant cette période difficile, nous, la famille de Jacques Lafleur, c'est bien ton époux, Jean-Marie, et ce, bien avant la signature des accords. Nos deux noms sont à jamais liés et j'en suis fier et honoré, car ce qu'on a réussi à faire, Jean-Marie Chibaou et Jacques Lafleur, peu d'hommes dans le monde peuvent le revendiquer. Des hommes de guerre comme on veut trop souvent les faire passer. Certainement pas. Plutôt des hommes de conviction, embarqués sur des chemins différents et persuadés un temps qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Mais des hommes capables de renoncer, de dialoguer, de partager, de donner et de pardonner pour nous permettre à nous de vivre en paix. Capables de dessiner des chemins de croissance et de développement pour toutes les populations, soucieux de l'intérêt général. Des hommes d'exception qui ne sont plus là, mais qui nous ont montré le chemin. Les sillons ont été tracés et les graines semées. À nous tous de les faire germer et de les arroser pour que les générations futures
puissent les récolter. Voilà, je vous remercie. Nous allons vous présenter des extraits des 3 versions différentes de l'hymne officiel de la Nouvelle-Calédonie. Aux multiples visages, nord, sud, île, loyauté, des 3 provinces sont l'image de ta grande diversité. Nous, tes enfants, tu nous rassembles dans en nos souvenirs, d'une seule voix chantons ensemble, terre tu es notre avenir. Nous salus que Jono, Aruna ikujane nefo. Salonera Sicilo, sonore notte. Nous avons le plaisir d'accueillir à présent Louis-José Barbançon, docteur en histoire, observateur de la société et de la vie politique calédonienne. Nous avons demandé à l'auteur du Pays du non-dit de rappeler le contexte de la décennie 1988-1998. Son intervention s'intitule « Des accords de Matignon-Oudinot à l'accord de Nouméa ». Merci Virginie et bonjour à tous. Matignon, non pas ce compromis, mais au contraire cette percée, cette avancée, cette victoire. Et d'abord, une victoire sur soi, la plus grande des victoires, sur la douleur intime, sur le ressentiment, sur la légitime méfiance. Aimé Césaire, comment ne pas citer ces phrases définitives? En évoquant le ressentiment et la légitime méfiance, faisait référence aux 140 années de l'histoire coloniale du pays kanak. Le 26 juin 1988, le ressentiment et la légitime méfiance dominent également en Nouvelle-Calédonie à l'annonce de l'accord de Matignon. Comment pourrait-il en être autrement au lendemain d'une guerre insulaire? Car la dimension de l'île, c'est bien d'une guerre qu'il s'agit. Les médias ont popularisé l'expression « les événements », qui avait été utilisée pour qualifier les opérations de maintien de l'ordre public en Algérie. Pourtant,
sur le terrain, l'affrontement physique, idéologique et armé oppose deux camps antagonistes, les indépendantistes et les non-indépendantistes, aussi appelés loyalistes. Comparés de manière proportionnelle à la population française d'alors, les quelques 73 victimes civiles et militaires représenteraient près de 26 000 morts dans l'Hexagone, tandis que les 1200 réfugiés de toutes origines, contraints et forcés au départ des vallées vers les villages et des villages vers les communes de la côte ouest et du sud, correspondraient à près de 400 000 personnes déplacées. Dans un milieu insulaire où la proximité géographique, relationnelle ou parentale peut se transformer en facteur aggravant, tout comme la rumeur et la sécurité permanente, il convient aussi de prendre en compte les milliers d'actes répréhensibles portant atteinte aux personnes et aux biens commis sur une durée de 93 mois. Ajoutons-y l'encadrement de ce segment d'histoire par les assassinats de personnalités politiques, Pierre Declercq en 1981, Jean-Marie Tjibaou et Yewini Yewini en 1989. Un effectif total de 7020 personnes des forces armées et de l'ordre en septembre 1987, soit 44 militaires pour 1000 habitants, le blocus de Thio durant près d'un mois, ou la présence de milices et de groupes armés à Nouméa et dans de nombreux villages. Les images que nous venons de visionner montrent bien la réalité des opérations militaires. Il ne s'agit pas de simples opérations de police dans le cadre du maintien de l'ordre public. Bernard Pons déclare au Figaro, avant l'assaut de la grotte d'Ouvéa, le 24 avril 1988, « Il y a eu en 1981 et 1986 32 morts et des centaines de blessés. La Nouvelle-Calédonie était en état de guerre civile. » Dans la lettre d'accompagnement de l'accord de Matignon, Michel Rocard écrit « L'affrontement de ces deux convictions antagonistes a débouché jusqu'à une date récente sur une situation voisine de la guerre civile. » Pour sa part, Jean-Marie Tjibaou dénonce dans le Figaro des 7 et 8 mai 1988, donc après Gossana, l'intervention d'une armée menant une guerre coloniale. Ces qualificatifs civils ou coloniales, qui diffèrent, sont révélateurs de deux approches distinctes. Pour les représentants de l'État, s'il y a guerre, il ne peut s'agir que d'une guerre civile. Seules sont engagées les responsabilités des Kanaks et des Caldoches, l'État se réservant le rôle historique d'État impartial, protégeant les Kanaks de la violence caldoche et les Calédoniens de la violence kanak. État impartial, l'expression est d'ailleurs utilisée en titre dans l'accord de Nouméa. Mon vécu d'insulaire et ma longue fréquentation des archives traitant de l'histoire mouvementée de la Nouvelle-Calédonie depuis la prise de possession m'incite à penser que la formule « État impartial » demeure l'un des plus beaux oxymores de la langue française. D'où l'importance des adjectifs qualificatifs. En effet, en cas de guerre coloniale, la responsabilité de l'État colonisateur est forcément pleine et entière. Qu'en est-il exactement après Gossana? Dans la première séquence insurrectionnelle des événements, entre 1984 et 1985, les caractères d'une guerre civile existent. Déplacement de population, affrontements directs entre Kanaks et Calédoniens qui font 24 morts. Dans la seconde séquence, entre 1987 et 1988, il y a 34 morts, dont 31 proviennent d'affrontements entre des militants Kanaks et des militaires français. Le caractère de guerre coloniale est patent. L'attaque de la gendarmerie de Fayaoué montre bien que ce sont les représentations de l'État colonial qui sont visées, comme la décision en avait été arrêtée par les indépendantistes quelques semaines plus tôt à Marais. Mon propos n'est pas ici de clore le débat, mais de rappeler l'incertitude des mots de l'histoire. Les réponses sont dans l'avenir. Si le pays connaît une décolonisation dramatique, accompagnée d'une diaspora des communautés non kanaks, les termes de guerre coloniale ou de guerre d'indépendance s'imposeront. Si d'un destin commun et d'une communauté de destin naît une nation, alors les termes de guerre civile présideront à cette naissance, comme la Civil War a présidé à la naissance de la nation américaine. Dans ce contexte de sortie de guerre,
L'accord de Matignon, annoncé le 26 juin 1988, est d'abord un cessez-le-feu, un armistice ouvrant une trêve. Les accords signés rue Oudinot le 20 août suivant transforment cet armistice en traité de paix, mais une paix qui règle plus le présent par le partage du pouvoir, comme l'a montré Pierre Bretonnier dans un colloque tenu au Sénat sur le sujet, que l'avenir qui sera le propos de l'accord de Nouméa. En août 1988, bien des incertitudes demeurent. L'urgence est de faire approuver les récents accords par un référendum national. C'est une exigence des indépendantistes qui veulent se garantir d'un changement de majorité en France. Mais en Nouvelle-Calédonie, rares sont ceux qui pensent que les accords de Matignon-Oudinot sont une percée, une avancée, une victoire, pour reprendre les mots de Césaire. Pour s'en persuader, il suffit d'analyser les résultats du référendum du 8 novembre 1988. Au plan national, les électeurs français répondent oui à 80%, mais avec une abstention record de 63%. En Nouvelle-Calédonie, les résultats sont les suivants. 29 285 oui, soit 57%, contre 22 062 non. La participation s'élève à 62,4%. 10 ans plus tard, le 8 novembre 1998, la consultation sur l'accord de Nouméa donnera 55 400 oui, presque 72%, contre 21 697 non. Et la participation s'élève alors à 74,2%. Force est de constater que le référendum de 1988 reste dominé par le ressentiment et la légitime méfiance, tandis que la consultation de 1998 traduit une plus grande adhésion. Rapporté au chiffre des inscrits, ce passage de la méfiance à l'adhésion est encore plus flagrant. En 1988, les oui ne représentent que 33% des inscrits, contre 52% en 1998, tandis que le pourcentage de non varie beaucoup moins, 25% 88 contre 20% 98. Les 12 points de plus de participation ont largement profité au oui. Une analyse plus approfondie des résultats de 1988 montre que dans les communes de population essentiellement mélanésienne, le oui l'emporte avec des scores allant de 85 à 99%. L'électorat FLNKS et indépendantiste a donc répondu présent et a apporté la majorité des voix qui constituent le oui. Cet électorat représente alors environ 26 000 voix, si l'on se réfère aux élections précédentes. Compte tenu d'une part de l'absence de campagne de procuration sur les loyautés qui entraîne une diminution de la participation, et d'autre part des indépendantistes qui, comme le FULC, ont voté non, on peut estimer que 85% de cet électorat a voté oui. Les 29 300 voix du oui sont donc composées d'au moins 22 000 voix indépendantistes, soit 3 oui sur 4. Ce n'est donc pas dans le camp indépendantiste que se situe la légitime méfiance, ou du moins ses militants et ses électeurs ont su, dans leur très grande majorité, les surmonter. Hélas, l'avenir tragique de Jean-Marie et de Yéyé montrera que tous n'avaient pas accompli ce chemin. Ceux que l'on appelle les loyalistes représentent environ 46 700 voix, résultat des régionales de 88, dont 31 000 pour le RPCR de Jacques Lafleur et 15 700 pour les partis situés à la droite du RPCR, le Front National, le Front Calédonien et l'Entente. Ces derniers ont tous fait campagne pour le non. Leurs voix forment les gros bataillons du non, 15 700 sur 22 000, auxquels on peut ajouter les voix indépendantistes, soit environ 1500 voix, ce qui serait 4 800 non au RPCR, soit à peu près 15% de son électorat, ce qui, dans ce contexte, est remarquable. Sur 29 300 oui, 22 000 provient des rangs indépendantistes. Il en reste donc en gros 7 300 pour les loyalistes, majoritairement RPCR, et il y aurait donc un électeur RPCR sur 4 qui a voté oui. Plus de la moitié de l'électorat RPCR s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. Jacques Lafleur doit donc faire face à une situation délicate, puisqu'il n'a pas réussi à convaincre son camp
de voter oui. Il n'a d'ailleurs pas fait une campagne très active. Cependant, ses troupes ne se sont pas retournées contre lui. Elles se sont abstenues, préférant une situation d'attente qui leur permet de remettre leur décision à plus tard. De plus, pour Jacques Lafleur, la difficulté provient du fait que c'est l'électorat d'origine européenne en général qui a voté non. La capitale, Nouméa, a voté non à 64%. Et surtout, les scores du non sont plus élevés dans les quartiers sud de Nouméa que dans les quartiers populaires où la mixité ethnique domine. La Nouméa Clatura n'a pas suivi Jacques Lafleur. Le oui RPCR est minoritairement européen. Le RPCR tient encore par son électorat issu des minorités. L'image métropolitaine d'un Jacques Lafleur représentant des riches et soutenu par la bourgeoisie se révèle fausse, du moins dans cette période des lendemains des événements. 10 ans plus tard, en 1998, l'implication de Jacques Lafleur dans la campagne est décisive, non pas pour convaincre la majorité de l'électorat européen, les beaux quartiers de Nouméa restent les plus imperméables au oui, mais pour en convaincre suffisamment pour atteindre les 72%. Les abstentionnistes de 1988, les indécis, les attentistes sont allés voter et ils ont en général opté pour le oui. À titre personnel, pour la première fois, j'admets alors que le pays est redevable à Jacques Lafleur de ce résultat que je considère bien plus important que la plus médiatique poignée de main. Le temps a donc accompli son œuvre réparatrice. Mais fallait-il aussi que ce pays possède de profondes valeurs chrétiennes pour y parvenir? Fallait-il que les gens du pays aient envie de faire passer les valeurs de partage et de pardon avant la raison? Dans de nombreux colloques, j'ai souvent entendu d'éminents juristes démontrer à grand recours d'arguments plus rationnels les uns que les autres combien l'accord de Nouméa était un monstre juridique, combien il remettait en cause les valeurs de la République, combien il méritait d'être contesté et déféré devant les plus hautes instances judiciaires. Il n'existe pas de valeurs kanak, ni de valeurs chrétiennes sur lesquelles d'aucuns pourraient s'appuyer pour dénoncer ou attaquer l'accord de Nouméa. Les accords de Matignon-Oudinot, ou plus encore l'accord de Nouméa, ont voulu donner du temps au temps. Penser les plaies pour voir se regarder de nouveau quand le sang a coulé. Le temps guérit, paraît-il. Mais il permet aussi le renouvellement des générations. En Nouvelle-Calédonie, on peut dire qu'il y a, les vrais démographes nuanceraient, 4000 naissances et 1000 décès par an. Depuis Matignon-Oudinot, en 25 ans, 25 000 personnes qui ont participé au premier référendum sont décédées. Et entre-temps, il y a eu 100 000 naissances. Autrement dit, le corps social actuel est différent de près de 125 000 personnes de celui de 1988, sans compter l'apport de l'immigration dont seul l'INSEE trouve qu'elle n'existe pas. Ces deux accords sont donc un pari sur la jeunesse. Tous ceux qui ont 25 ans aujourd'hui n'ont pas connu autre situation que la paix. Nous devrions tous nous en réjouir. Pourtant, les récentes élections montrent qu'un facteur qui était un atout en 1988 peut devenir un handicap quand le retour des discours virils et belliqueux ouvrant la voie aux victoires électorales exploite la méconnaissance d'un corps électoral profondément modifié et oublieux des temps de guerre. Aujourd'hui, la paix ne fait plus rêver, du moins elle n'est plus un critère déterminant dans le choix des électeurs qui ne mesurent plus sa fragilité. Le pari sur la jeunesse esquissé en 1988 et affirmé en 1998 devient d'autant plus difficile à tenir que cette dernière n'a pas conscience de la réalité de ces temps de guerre. L'usage quasi exclusif du terme événement ne lui permet pas de mesurer cette période dans toute sa violente dimension. Pour mon fils, né en 1987, un événement, ce n'est pas une guerre. Le concert de Jimmy Cliff à Nouméa en 1996, la France qui gagne la Coupe du Monde en 1998, ce sont des événements. D'où la nécessité d'un événement, comme ce colloque, de rappeler quelques fondamentaux à propos des mots comme des représentations.
Le monde de tweets, de zapping, de com dans lequel nous vivons a encore plus que dans les siècles précédents besoin de représentations symboliques, de mythes. La poignée de main en fait partie. Elle est de toutes les commémorations. Mais ce n'est pas parce qu'un peuple commémore les événements historiques qu'il possède une connaissance historique. Ne sommes-nous pas en train de participer à la sacralisation d'une icône que l'on ne pourrait même pas, ne serait-ce commenter, sans devenir sacrilège? Pourtant, si l'on décide de symboliser l'histoire calédonienne par l'acte de 2 guides du peuple, on accepte de rentrer dans l'ordre totémique et l'on occulte le fait que la Vox Populi forde à partir de 1998 avec 72% de oui notre communauté de destin. Peut-on décider ainsi de minimiser et de nier l'ordre démocratique? Doit-on choisir de continuer à célébrer l'Aristos, les meilleurs, en oubliant de célébrer le démos, le peuple? De ces 2 hommes, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, de qui suis-je le plus proche? À titre personnel, c'est des écrits de Jean-Marie, de ses réflexions, de ses paroles, de son être au monde que je me sens proche. De même, il est naturel de penser que des Kanaks militants du RPCR se sentent proches de Jacques Lafleur. Or, ce n'est pas le message que l'icône imposée veut nous transmettre pour toujours. Sur cette icône, Jacques Lafleur représente les Blancs et Jean-Marie les Kanaks. Tout est figé pour l'éternité, comme congelé. Je me demande si nous ne régressons pas en statufiant pour toujours cette poignée de main en faisant un acte sacré. Il faut, me semble-t-il, laisser toute sa chance à l'avenir pour que demain, ce ne soit pas la couleur de peau qui dicte le choix des femmes et des hommes. Alors, nous aurons contribué à briser une statue de sel de plus que les sociétés laissent trop souvent s'ériger sur un socle de mémoire mal maîtrisée et de non-dits mal dominés. Comme l'écrit le poète calédonien Nicolas Kurtovitch, ce geste ne doit pas être conservé dans les craintes du passé, poli au cours de maintes cérémonies, de maintes évocations, comme s'il suffisait de rappeler ce moment précis pour conjurer la violence, les passions, le mensonge. Ce geste doit être oublié et simultanément reproduit sous d'autres formes. Je formule donc le vœu que ce colloque ne consacre pas une victoire de la mémoire sélective et une défaite de la démarche historique. L'histoire n'est pas qu'un savoir, c'est un savoir critique. Or, pour le moment, tout contribue à faire croire que les accords de Matignon-Oudinot sont une création ex nihilo, qu'avant, il n'y avait rien. Mais le Saint-Esprit n'est pas descendu un jour sur Matignon et les hommes sont devenus intelligents. Matignon n'est pas une nouvelle Pentecôte. Matignon n'est pas non plus une rupture dans le continuum historique. De même que l'accord de Nouméa n'est pas une rupture par rapport à Matignon-Oudinot. Pourtant, toute différence entre ces 2 accords qui ne sont pas de même nature. Au pays, on écrit volontiers les accords de Matignon avec un A minuscule et l'accord de Nouméa avec une majuscule, comme l'Alliance dans la Bible. L'accord de Nouméa est un accord de décolonisation. La décolonisation est le moyen de refonder un lien social durable entre les communautés qui vivent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Il organise des transferts de compétences d'une manière irréversible. Il pose les bases d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Désormais, l'État est plus partenaire qu'arbitre. Le cliché des poignées de main croisées de Lionel Jospin, Jacques Lafleur et Roch Mittan illustre involontairement ou volontairement ce nouveau rôle de l'État. On pourrait citer bien d'autres points, distinguant dans leur essence ces 2 accords, dans la collégialité gouvernementale, les signes identitaires. Et pourtant, sans Matignon-Oudinot, pas d'accord de Nouméa, comme sans Nainville-les-Roches, pas de Matignon-Oudinot. L'histoire de ce pays se réclame de 2 grandes filiations, celle qui est traditionnellement reconnue par les historiens et qui oppose depuis la prise de possession de 1853 colonisés et colonisateurs, exploiteurs et exploités, colons et Kanaks. Une opposition qui connaît ses paroxysmes avec la grande insurrection de 1878 ou la guerre kanak de 1917, qui se poursuit avec leurs revendications nationalistes
et le point d'orgue de la guerre civile ou coloniale entre 1984 et 1988. Dans cette filiation, la Nouvelle-Calédonie serait donc une terre d'affrontement. Mais il existe aussi une seconde filiation, rendue possible par la fin de l'indigénat en 1946. Elle apparaît avec le premier accord de Nouméa en 1952, se poursuit avec la création de l'Union calédonienne et sa devise de couleur un seul peuple, puis plus tard par le gouvernement de Chibaou, qui réunit la FNSC et le Front indépendantiste, la table ronde de Naville-les-Roches, jusqu'aux accords de Matignon-Oudinot, l'accord de Nouméa et la levée des deux drapeaux. C'est l'affiliation de la devise « Terre de parole ». Dans cette optique, si la nature du pays est le dialogue, il devient naturel de conclure des alliances entre anciens adversaires, entre indépendantistes et non-indépendantistes. Et ce sont ceux qui s'y opposeraient qui deviendraient contre nature. De cette décennie de paix, 1988-1998, il aurait fallu revenir sur bien des réalisations, en grande partie évoquées dans le film de Jacques-Olivier Trompa, retraçant le chemin parcouru. Certaines mériteraient un colloque à elles seules. Le chantier de la Konetiwaka, si cher à Jean-Marie Tjibaou, les 400 cadres, la mise en place des provinces et des transferts de pouvoir effectifs dès juillet 89, l'Université française du Pacifique, toujours en 1989, ou encore le Centre culturel Tjibaou, dessiné par Enzo Piano, inauguré par Lionel Jospin le 4 mai 1998, à la veille de la signature de Nouméa. D'autres ont eu moins de retentissement, mais révèlent une réelle évolution des mentalités. Je pense à la sortie dès 1992 du manuel scolaire d'histoire de la Nouvelle-Calédonie pour le primaire, publié par le Centre de documentation pédagogique, alors de compétences territoriales. Il faudra attendre 2010 pour que le secondaire, compétence exclusive de l'État, se dote d'un manuel semblable pour les classes de première et de terminale. Parmi toutes ces créations et évolutions, j'ai donc dû faire des choix. J'en ai retenu deux qui, à mon sens, ont entraîné une profonde mutation du pays. L'accord de Bercy, en février 1998, vient consolider Matignon-Oudinot et constitue un préalable à l'accord de Nouméa. Qu'un accord économique prépare, se situe en amont d'une décolonisation est historiquement nouveau. Il faut bien comprendre qu'au lendemain de Matignon-Oudinot et après la guerre et ses pertes, le mot d'ordre est devenu « la dépendance ne se prend pas, elle se prépare ». Jean-Marie Tjibaou confiait qu'étudiant à Lyon, il avait été marqué par les propos de ses condisciples africains, regrettant que les indépendances du continent noir avaient trop souvent conduit les dirigeants des nouveaux États à venir demander de l'argent par la fenêtre aux anciennes métropoles coloniales. Cette obsession de la maîtrise de l'économie, des moyens de prédiction pour une meilleure redistribution des richesses, je l'ai rencontré avec Jean-Marie Tjibaou entre 1982 et 1984 dans le gouvernement qu'il présidait et qu'avec mes amis, j'avais contribué à mettre en place. Cette détermination a toujours animé ceux qui lui ont succédé au FLNKS. C'est dans cette tradition qu'il faut replacer le préalable minier qui a mobilisé au-delà de la mouvance indépendantiste. Il suffit de regarder les clichés des manifestations militantes et populaires qui accompagnent les négociations de Bercy et qui sont aujourd'hui curieusement oubliés, comme si l'expression du peuple ne comptait pas et que seul importaient les compétences, l'intelligence ou la pugnacité des négociateurs. Qu'il me soit permis néanmoins d'évoquer la mémoire de Raphaël Pidgeot, qui devait disparaître dans un accident d'hélicoptère en novembre 2000 avec l'état-major de la SMSP. En avril 1990, la vente des mines de la SMSP par Jacques Lafleur à la province Nord, que l'on dit actée au moment des négociations de Matignon, a mis en route une dynamique animée par une volonté politique qui conduit à l'accord de Bercy et à l'échange des massifs miniers avec la SLN, condition de faisabilité de la future usine du Nord. En quoi ces transactions, qui relèvent du monde des affaires
et de la finance constitue, elle aussi, une avancée, une percée, une victoire. Historiquement, la mine fait partie du projet colonial. C'est l'un des principaux facteurs de colonisation. La mine du XIXe siècle est cannibale. Elle dévore les hommes. Elle nécessite la venue et l'exploitation d'une main-d'œuvre dont les descendants forment aujourd'hui la mosaïque calédonienne. Avec Bercy et les suites de Bercy, ce facteur de colonisation devient le principal facteur de décolonisation. Nous commençons tout juste à entrevoir les bouleversements sociétaux de cette inversion des termes de l'histoire. Notons au passage que l'histoire s'inverse aussi dans le sens où l'État, qui jusque-là avait toujours refusé son soutien à la bourgeoisie calédonienne issue du colonat dans ses projets de construire de nouvelles usines métallurgiques avec des partenaires internationaux non français, l'accorde aux dirigeants indépendantistes. Le pays change. La décennie 1988-1998 est également marquée par la multiplication des conflits sociaux, dont les observateurs ne retiennent que l'âpreté, sinon la violence, facteur de déstabilisation de l'économie. Conflits chez Lefroy, aux IRN, chez Sang, sur le port, à Jama Médical, chez Balande, chez Mazoyer, chez Constantin, à RFO, à Sogadoc. La liste est encore bien plus longue. C'est le temps des cadenassages et des bâches bleues. À lire ce qui s'écrit à l'époque, à entendre ce qui se dit, on pourrait croire que le diable et ses légions ont investi le pays et qu'ils en ont USTKE. L'analyse la plus commune consiste à constater que ce syndicat, parce qu'il est indépendantiste, a porté la revendication et la lutte du plan politique où il n'est pas représenté, au plan social où il peut exister. Rares sont ceux qui comprennent que pendant cette période, par ces conflits, par la manière de ces conflits, l'évidence d'un salariat kanak permanent devient évidente. Le monde kanak est passé d'une société dominée par l'emploi saisonnier et l'activité de subsistance à une société de salariat permanent dans les secteurs secondaires et tertiaires. Mutation sociologique également issue des accords Matignon-Oudinot, c'est aussi une avancée, une percée, une victoire. Si cette avancée est irréversible, d'autres également issus de Matignon-Oudinot et de Nouméa ne le sont pas. Depuis Naville-les-Roches, le Front indépendantiste, puis le FLNKS, ont toujours accepté de mener la décolonisation dans le cadre des institutions de la République. La Constitution française garantit que la démocratie sera le moyen final de la décolonisation. Une décolonisation conduite par des instances internationales, option toujours possible, n'a pas été retenue. Une décolonisation dans et par la démocratie est souhaitée par tous. Dans cette configuration, il faut néanmoins se demander où se situe la priorité. Dans la démocratie ou dans la décolonisation? Ou plutôt, si la démocratie se révèle être un obstacle à la décolonisation, laquelle de ces deux notions devient prioritaire? Ni Matignon-Oudinot, ni Nouméa n'ont répondu à cette question. Je crains qu'il n'y ait pas de réponse théorique et prédéfinie. La réponse, une fois de plus, sera donnée par l'histoire. En attendant, cette interrogation pose le problème de la légitimité. Qui est légitime pour négocier? Dans la République, comme dans toute démocratie, la réponse ne souffre d'aucune contestation. Ce sont les vainqueurs des élections. Dans un pays en voie de décolonisation, ce n'est pas si évident. Les représentants du peuple colonisé, même s'ils sont écrasés électoralement, seront, quoi qu'il arrive, présents à la négociation. La légitimité électorale n'efface pas la légitimité historique, particulièrement dans un pays où ce que l'on peut faire et ce que l'on ne doit pas faire, ce que l'on peut atteindre et ce que l'on ne doit pas franchir, se mesure à l'aune de Gossana. Je voudrais, au terme de cette intervention,
vous faire part d'une expérience vécue il y a quelques semaines à Alger, où je me suis rendu à l'invitation du gouvernement algérien dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance. Je faisais partie d'une délégation officielle du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, conduite par Madame Dewey Gorodé. Nous allions inaugurer l'exposition Khalidoun, nom de la Calédonie en arabe, dont je suis le commissaire scientifique, et qui, après l'Institut du monde arabe à Paris, était présentée en Algérie, traduite en arabe, et intégrée à l'exposition de 5000 m² consacrée à la guerre d'indépendance, mais aussi aux résistances et au soulèvement contre la colonisation française depuis son arrivée. La délégation comprenait des descendants des Algériens condamnés, puis transportés en Nouvelle-Calédonie à la fin du XIXe siècle, ainsi que des représentants coutumiers de l'ère Hadji Harou. De cette exposition, j'ai rapporté cette affiche représentant la délégation du FLN aux accords d'Évian. Si l'on juxtapose ce cliché avec ceux des accords de Matignon-Oudinot et de Nouméa, la présence des dirigeants du RPCR apparaît alors dans toute son exception. Il faut le redire, Matignon-Oudinot et Nouméa sont des exceptions historiques, car si la présence de l'État et du FLNKS est historiquement naturelle, celle des représentants des communautés issues de la colonisation ne l'est pas. Leur présence est une avancée, une percée, une victoire. Mais cette présence n'est pas définitivement acquise. À la différence de l'État et du FLNKS, les autres doivent mériter d'être présents. Si leur conduite, leur position se réfugient dans les refus systématiques et les rejets du partage et du dialogue, rien ne pourra empêcher le FLNKS de négocier seul avec l'État. Et rien ne pourra interdire l'État de représenter seul des Français qui s'affirment plus français que les Français. Michel Rocard, Jean-Marie Tjibaou, Jacques Lafleur ont légué aux Calédoniens non-Kanaks un don précieux et fragile, celui d'être admis à la table. Aussi difficile ou injuste pour nous que cette vérité nous apparaisse, nous devrions tous prendre conscience de cette exception calédonienne, pour reprendre le titre de Pierre Maresca. À Alger, cette évidence a pris tout son sens. Au cours de ce séjour, dans toutes les visites et les cérémonies officielles, ce ne sont pas les Arabes de Nouvelle-Calédonie qui ont conduit et fait rentrer les coutumiers kanaks comme l'auraient souhaité les responsables du ministère des Moudjahidines. Par un mouvement naturel, les Arabes de Nouvelle-Calédonie se sont toujours placés derrière les coutumiers et ont refusé d'être pour eux des accueillants. Les coutumiers kanaks ont conduit et introduit la délégation du pays. Nous sommes ensemble. Ils sont venus avec nous. Ils font le travail avec nous, répétait-il dans toutes leurs coutumes. Quand on sait que ces coutumiers sont les descendants des tribus kanaks qui ont été détruites ou dispersées après l'insurrection d'Ataï en 1878, et que c'est sur leurs terres ravagées et leurs terres spoliées dans la région de Bouraï que l'administration coloniale a installé les ancêtres de ces mêmes Algériens, on mesurera le chemin parcouru et les efforts réalisés par les uns et par les autres. Comment alors ne pas répéter après Césaire, Matignon, Nouméa, une victoire sur soi, la plus grande des victoires, sur la douleur intime, sur le ressentiment, sur la légitime méfiance. Introduire un colloque dont l'intitulé annonce deux durées, 25 ans et 15 ans, 25 ans et 15 ans qui ont vu la chute du mur de Berlin et la libération de Mandela. J'ai en vain cherché un événement, une image qui aurait pu incarner ces deux durées. Je me suis souvenu des années où j'exerçais comme professeur en ZEP au collège de la Rivière-Salée, où j'ai fait toute ma carrière. Et je me suis décidé à faire l'appel. Éric Galardon, Jacques Maurice, Michel Couillat, Aldo Goyetch, Yves Tual, Aldo Tonouiri, Célestin Zango,
Jean-Marie Cabard, Jacques Fels, Léopold Dawano, Julien Accaro, Martial Vanard, Ezekia Ili, Bendao, Donatien Wadjeno, Jean-Luc Mangele, Patrick Waina, Samuel Wamo, Séraphin Okewen, Jean-Yves Véran. Tous avaient entre 15 et 25 ans, leur durée de vie parmi nous. Nous allons commencer nos travaux, mais je ne peux m'empêcher de penser que l'encre des stylos qui ont servi à la signature des accords de Matignon-Oudinot et de Nouméa est l'encre de leur vie. Au pays, avant une réunion importante, un débat, une discussion, on n'appelle pas en vain par leur nom celles et ceux qui ne sont plus là. Alors, voilà, j'ai dit. À vous maintenant. Chokwe.